L'oreille du Bosphore. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à Bodrum, je suis sur la côte égéenne, turque, dans un tout petit village dont je ne vous dirai pas le nom parce que pour l'instant le tourisme n'est pas encore arrivé là et qui peut prendre du temps avant d'arriver, mais je suis avec une personnalité de ce village et de cette région qui va nous en raconter beaucoup sur ce qu'elle a découvert ici. Bonjour Ursula. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui, on va dire en Turquie, à Bodrum, mais tout ça, ça remonte à loin parce que vous êtes une géologue avec Une spécialité qui est la pétrologie. Et vous avez donc fait des études en Allemagne J'ai étudié en Allemagne, mais après j'ai fait une thèse en France. et une thèse qui était consacrée à une île de la mer Égée, tout près de Bodrum, qui s'appelle Patmos. Voilà, exactement. Alors, vous êtes arrivé à Patmos pour étudier quoi? Pour étudier les roches de Patmos, et Patmos, en fait, c'est une île volcanique, pour l'essentiel. Donc, qui n'avait pas encore vraiment été étudiée, sauf il y a très 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 longtemps. On a décrit vaguement quelques roches. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps. Plusieurs étés de suite à me promener à pied, avec mon sac à dos, le marteau dans la main, et à étudier les différentes roches, à carter en fait l'ensemble de l'île. Voilà. Donc, vous ciblez directement Patmos en Égée sans connaître la péninsule de Bodrum à l'époque. À l'époque, je ne connaissais pas. De toute façon, à l'époque, la Turquie, c'était quelque chose de très loin. On n'y allait pas, en général. C'était pas facile d'y aller. Hein. Alors, on va dire à l'époque, c'est les années 70. Oui, un petit peu. J'ai commencé ma thèse en 66 à Patmos, donc en ces années-là. D'accord. Donc, vous êtes arrivé à Patmos, vous avez passé plusieurs années à Patmos et de Enfin, Patmos... pas des années. J'ai passé en plus- été un peu de temps. Voilà, des séjours. Vous étiez toute seule ou vous aviez des copains, des copines pour travailler ensemble? Non, moi j'étais toute seule, mais de temps en temps, il y avait évidemment des amis ou ensuite mon mari qui venait un petit peu avec moi, mais généralement j'étais toute seule sur le terrain. Voilà. Et vous découvrez la péninsule de Bodrum comme ça Ah par oui, un j'ai jour découvert parce que je suis allée à l'île de Kos, où il y avait aussi, on savait qu'il y avait un peu de volcanisme, et donc de Kos, on voit très bien la presqu'île de Bodrum. Et quand on la voit, on voit dans les formes de l'ensemble, etc. On se dit, tiens, il doit y avoir du volcanisme là-bas. Donc j'ai étudié un petit peu la question. J'ai trouvé qu'il y avait quelques anciens articles, mais que ce n'était pas très net et qu'on ne savait pas grand-chose sur la presqu'île de Bodrum. Donc après ma thèse, je me suis intéressée à cette presqu'île dont je pensais qu'elle avait quelque chose à voir peut-être avec Patmos, qui n'est pas très loin. Donc qu'il y avait peut-être toute une province volcanique ici dans la région, donc il fallait étudier. Alors dans la région, la Grèce antique, on a souvent l'habitude d'entendre parler d'archéologie et de recherches qui remontent à 1000, 2000, 3000 ans, mais vous allez beaucoup plus loin. Bah oui, en fait, avec des collègues, on a fait des datations, et avec des datations, on a pu déterminer que, par exemple, les roches de Bodrum sont entre 10 millions et 8 millions d'années, peut-être même 11, on ne sait pas très bien, parfois c'est pas facile à interpréter. Ce qu'on appelle les datations absolues, c'est pas toujours facile à interpréter quand même. Donc, du coup, on sait que c'est très ancien. Et en fait, le volcanisme qu'on connaît dans la région, comme celui de l'ouest de Kos et de Nissyros, par exemple, qui était un volcan actif encore, même dormant. Et toujours actif et toujours dormant, actif, ce volcan de Nissyros qui est tout à mais côté toujours d'ici. considéré comme actif. Et donc, c'est beaucoup plus récent. Hein. Donc, du coup, on s'est aperçu qu'il y avait ici deux types de volcanisme. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que des roches de Patmos déjà étaient très différentes de ce qu'on connaît, par exemple, de Santorin ou de Milos, au point de vue chimisme. Et à Bodrum, ça s'est avéré la même chose. Donc, les deux font partie d'une province volcanique avec un chimisme différent, lié à une structure géologique globale différente. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était intéressant à étudier ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une éruption volcanique qui a créé toute cette partie du monde. Bon, c'est-à-dire, c'est pas comme ça que je dirais, mais il y a eu dans cette partie du monde des volcans. Hein, voilà. Il y a eu un volcan à Patmos, il y a eu un volcan dans la presqu'île de Bodrum, et ce volcan de presqu'île de Bodrum est lié avec la partie est de Kos,
qui est en fait le soubassement du volcan d'ici. Enfin, c'est ce que je crois, moi, en tout cas. D'accord, donc c'est une série, c'est un peu les poupées Voilà. russes quelque part. Donc il y a dû avoir une zone volcanique ici, où il y a plusieurs volcans qui suivent. Voilà. D'accord, alors là, vous allez revenir, quand vous allez découvrir Bodrum, vous allez à partir de là venir beaucoup plus souvent en Turquie, Oui. et puis vous enseignez, vous êtes maître de conférence à Paris 7, Paris 5, Paris 6, Paris 6, pardon. Et là, vous allez amener des étudiants avec vous qui vont travailler avec vous. Bah, j'ai amené une ou deux fois des étudiants ici avec moi, mais généralement, plutôt, je les ai amenés plutôt comme des amis que voilà. Donc en fait, j'ai fait beaucoup de ce terrain-là ici toute seule, et comme c'est très grand quand même, la presqu'île volcanique, et quand j'ai commencé, il y avait à peine de route. Il n'y avait pas d'électricité dans beaucoup de villages. Il n'y avait pas encore de dolmuş, des Taxis collectifs. Des taxis collectifs. Donc, du coup, quand je me suis promenée quelque part, il fallait le soir que je dorme dans les maisons chez des paysans, par terre en général. Voilà. Donc, parce que je ne pouvais pas repartir. Voilà, donc vous avez découvert. Donc j'ai découvert des choses qui étaient très intéressantes, c'est-à-dire c'était la Turquie à l'ancienne, des gens qui étaient extrêmement sympathiques, très accueillants. Et à l'époque, ils avaient tout ce qui était étranger les impressionnait beaucoup. Donc j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. D'ailleurs, c'était toujours très sympathique. Alors, même que je me promenais toute seule sur le terrain, bon, jamais personne ne m'a embêté. J'ai rencontré des chasseurs, des gens qui travaillaient dans un jardin. On s'est fumé une cigarette ensemble ou mangé une pastèque ensemble, et puis chacun continuait son chemin. Mais enfin, ils devaient quand même être très étonnés, se demander un Ils petit étaient peu étonnés, ce que vous faisiez. mais ils étaient très respectueux à l'époque des étrangers, et surtout quelqu'un qui venait de l'université, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait à une époque en Turquie où tout ce qui est étranger, ils étaient en extase devant. Oui, c'est on aimait accueillir les étrangers, mais on aime toujours accueillir les étrangers oui, en Turquie. Maintenant, c'est parce qu'ils en ont vu tellement ici dans la région, je crois que c'est un peu différent. Oui, ça dépend, mais il y a encore dans la région des villages qui sont très authentiques. Et, Ouais. hein, Oui, si bien sûr. Si on n'est pas trop près de la mer, c'est comme on est dans ce petit village où vous Oui, vivez maintenant. ici, justement, je me suis installée ici, c'est parce que c'est pas près de la mer, parce qu'on n'a pas d'hôtel dans le village. Hein, et donc, en fait, jusqu'à peu de temps, on n'avait même pas ni de boulangerie, ni de boucherie, ni rien ici. Donc, Voilà, et vous êtes complètement intégré à la population, vous faites partie de la communauté locale. Oui, un peu. Mais pour en revenir aux pierres que vous allez chercher dans la montagne, donc vous allez très loin dans la montagne, puisque vous passez des nuits dans des petits villages, chez des habitants. Pour être géologue, au départ, il faut déjà aimer, géologue dans le temps. Je veux dire, maintenant, on travaille beaucoup à partir des échantillons qui sont dans les collections. Hein. Il y a beaucoup de gens, et surtout beaucoup moins de femmes qui vont sur le terrain. On n'a plus besoin tellement d'aller sur le terrain. À l'époque, il y avait encore des régions inconnues. Donc, il fallait aller sur le terrain. Et moi, j'aimais ça, justement, me promener dans la nature, voir des oiseaux, des tas de bêtes qu'on pouvait voir comment vivaient aussi les paysans ici dans la région. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux choses qui vous passionnent, les relations humaines, la rencontre avec les gens, la découverte des gens, et puis la recherche géologique, si on peut dire. Il y avait des tas de choses intéressantes ici, parce que quand je suis arrivée, après la Grèce, ça m'a semblé être à peu près la même chose. Hein. Déjà, le terrain ressemble à l'île de Patmos, puisque c'est le même type de roche, c'est les mêmes couleurs. Et en plus, il y avait... les gens ici, ils mangent comme de l'autre côté de la mer Égée, dans les îles, la même chose. Ici, on boit de rake, là-bas, c'est le ouzo. Mais enfin, bon, ça ne change pas beaucoup. Leurs habitudes de vie sont les mêmes. Et là-dessus, je suis assise au bord de la mer, dans un petit café, et je vois arriver la caravane de dromadaires qui passe. Et je la voyais tous les jours, qui passait et qui allait jusqu'à Bodrum pour les charges, les grandes charges. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de route pour camions, etc. Et ça, c'était quelque chose, brutalement, c'était 1001 nuits ici. Ah ouais, donc une succession de passions comme ça, parce que vous avez pris la passion de cette région aussi. Alors la cuisine aussi, vous avez couvert toute la cuisine, parce que aller chez les villageois, chez les paysans, c'est des gens qui cultivent un petit bout de terre, mais qui ont aussi des troupeaux à l'époque, dans la
montagne, il n'y a pas beaucoup de culture. Non. Qu'est-ce qu'ils font les paysans dans la montagne que vous rencontrez? Bon, je pense qu'ils ont tous de petits jardins quand même ici, hein, parce qu'ils ont, avec les tomates, les aubergines, les bammes, etc. Donc voilà, et les poivrons. Et puis ils avaient des vaches qui paraissaient évidemment être petits par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Il y avait aussi des moutons. Au départ, on avait plus de moutons. Maintenant, on n'en voit presque plus. Alors, j'ai pas prononcé votre nom de famille parce que je voulais pas. Parce qu'il est difficile à prononcer. Voilà, il est difficile. Alors, vous allez me le dire, votre nom de famille. Ursula. Oui, Ursula Pfaffenberger, je m'appelle. En fait, donc, vous êtes d'origine allemande, ouais. franco-allemande, puisque vous avez passé toute votre vie en France et vous étiez en Turquie et un petit peu en Grèce, mais donc franco-allemande, ce qui explique ce petit accent un peu à la Karl Lagerfeld. Et l'allemande qui arrive en France doit déjà s'adapter à la culture française, à la gastronomie française, à la vie française. Quand vous arrivez ici, dans les villages, c'est encore autre chose. Ça ne m'a pas gêné de m'adapter à des cultures différentes. Ma mère était déjà en partie française, donc de toute façon, chez nous, on mangeait des repas français, souvent à la maison, donc de toute façon, j'avais pas beaucoup de mal à m'adapter à la France. Voilà. Et à la Turquie, alors? Et à la Turquie non plus. Voilà. Parce que je connaissais la Grèce au départ. D'accord. J'avais déjà passé pas mal de temps en Grèce. C'est quand même ce que mangent les paysans, ça se ressemble beaucoup quand même, parce que ce n'est pas... c'est pas de la viande tous les jours, hein, par exemple. Donc, bien sûr. Ici, par exemple, je voyais très bien, quand je suis arrivée, une fois venant d'un autre village, chez des paysans, c'est là ils ont dit, ah, là tu viens, donc on va tuer un poulet aujourd'hui. Donc on prend le poulet, on les coupe le cou et on va au village. Avec une des filles qui avait 5-6 ans, qui portait donc par le pied le poulet qui pendait comme ça. Et là, ils ont fait cuire ce poulet. Et c'était quelque chose d'exceptionnel, même pour la famille, puisque ici, les paysans, ils ne mangent pas de viande, en fait. Hein. C'est à part la viande du Kurban Bayram, c'est-à-dire donc, la fête, je ne sais pas comment on dit en France. Hein. L'Aïd, je crois que c'est l'Aïd qu'on dit en France. Oui, ici, mais il y a deux Aïd. Ici, on dit la fête du sacrifice. La fête du sacrifice, voilà. Et donc là, à ce moment-là, ils ont de la viande. Sinon, le reste de l'année, c'est exceptionnellement un poulet s'il y a une visite, quelque chose. Ou un petit peu de viande hachée pour mélanger avec les légumes. Les paysans, pas tellement, parce qu'ici, dans le village, ils n'avaient pas de boucher, de toute façon. Mm-hmm. Et comme la plupart, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de voiture, ici non plus. Donc, on n'y allait pas dans le village voisin, qui était plus grand, où on pouvait acheter la viande à la rigueur. Hein. Alors, vous avez parcouru tous ces villages dans la montagne, et dans cette région-là, on sait qu'il y a des villages en montagne et une autre partie du village au bord de la mer. Est-ce que vous avez senti l'origine? Parce qu'on a eu en Turquie, après le traité de Lausanne et après la guerre d'indépendance, le transfert de population, l'échange de population. Cette région, avant que vous y veniez, était une région avec des Turcs et des Grecs. Enfin, des Roms, on va dire. Des Roms, c'est-à-dire des Grecs d'Asie mineure. Et puis, il y a eu des échanges de population. Est-ce que vous avez senti ça quand vous êtes arrivé, que c'était, on pourrait dire, un peu bancal? Qui est qui? D'où viennent-ils? Est-ce que c'est des immigrés? Est-ce que c'est des paysans qui viennent des montagnes ou de l'Anatolie? Ou est-ce que c'est des Turcs qui sont revenus de Thrace, de Crète, etc. Est-ce que vous avez senti ça? En fait, si vous parlez avec les gens d'ici, tous sont au moins 100%, sinon 200% turcs. Hein. Donc on ne peut pas apprendre quoi que ce soit sur leurs origines, c'est impossible. Par ailleurs, il faut quand même dire, la région de Bodrum, il y a un Turc Büyükü, ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire là, habiter les Turcs apparemment. Il y a un Islam Haneleri, hein, qui est musulman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les autres, pourquoi appellent-on un village Islam Haneleri, pour montrer bien que ça sont les musulmans? Est-ce que c'est pas parce que justement à côté, ils n'en étaient pas? C'est ça, on n'en sait rien. Hein. On ne peut pas le savoir ici. Donc à cette époque-là, on n'arrivait pas à tirer les vers du nez, si on peut dire, de impossible, la c'est population. Impossible. Voilà. Ici, c'est impossible. Hein. Alors qu'il y a un vrai mélange. Il y a évidemment des gens dont on sait qu'ils sont Giritli, c'est-à-dire leur
leurs ancêtres ou parents ou pères ou mères sont venus de Crète, mais c'est pas pour autant qu'ils se sentent grecs, hein, bien sûr, mais ils ne sont pas, puisque de toute façon, s'ils n'auraient pas été envoyés ici. Ils sont des Turcs Ils sont venus des Turcs, de Crète, voilà. mais qui viennent avec une autre culture, qui fait que l'atmosphère est parfois différente d'une région à l'autre en Turquie. Oui, bien c'est sûr. c'est pas partout pareil. Ouais. Et voilà, bon, ça c'est une question sur ces échanges de population qui ont quand même beaucoup marqué cette Oui, région. bien sûr, Hein. bien sûr. Bien sûr, et Bodrum, à Bodrum même, bon, il y avait bien une église orthodoxe, hein, une grande église, qui a été détruite seulement dans les années 60, quelque chose, 65. Et qu'on est en train de retrouver. Parce qu'on a détruit cette église, on a construit une salle des fêtes à la place. Ouais. Enfin, oui, une salle des fêtes municipale. Et puis, j'ai vu là que la salle des fêtes n'était plus là et qu'on retrouve les bases de l'église et qu'on l'a protégée. On s'y prend un peu tard, mais voilà. Il y en avait plusieurs, il y en a qu'à laisser. Il y a des chapelles un peu partout encore, hein, qui ont été utilisées souvent pour les bêtes ou des choses comme ça. Mais... Donc, c'était bien une région qui était en partie Rome. Rome, les Grecs d'Asie mineure. Alors, vous avez parcouru tous ces villages. Parce qu'il faut dire que la péninsule de Bodrum, en fait, on parle de Bodrum, mais Bodrum, c'est une presqu'île dans laquelle il y a différents villages qui ont chacun leur atmosphère, chacun leur réalité, chacun leur population aujourd'hui, mais qui il y avait déjà des mentalités différentes il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans dans les villages. Alors, vous avez été longtemps à Yalikavak, par exemple, qui est un petit port aujourd'hui qui est devenu, comment dire, très chic. Chic, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin, disons, un endroit avec très beaucoup d'argent. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, il y a Gümüşlük, vous avez travaillé autour de Gümüşlük aussi. Turkbükü. Turkbükü, oui, au début, mais après, je suis moins allé là-bas, donc, parce que j'avais fini. J'étais surtout à Gündoğan, qui était à l'époque. Gündoğan, c'était presque rien. Il y avait une petite mosquée, 2-3 maisons au bord de la mer, puis un petit hôtel. Voilà, c'est tout. Et Gündoğan, maintenant, on ne peut pas y mettre les pieds. C'est impossible. C'est une ville avec des maisons serrées les unes contre les autres. Enfin, des supermarchés, des parkings. Voilà. Toute la région de Bodrum est comme ça, c'est transformé. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu en backstage et ne pas trop prononcer les noms des villages qui restent encore protégés. Exactement. Malgré eux. Malgré eux. Et tout juste, hein, c'est tout juste maintenant. Ça... Alors, vous êtes arrivé de Grèce. Dans les années 60, vous êtes venu en Grèce. Oui, je suis venu ici la première fois en 73 pour voir s'il y avait quelque chose à faire au point de vue géologique. Je n'avais pas pris contact avec les universités turques à l'époque. Je l'ai fait seulement à la suite d'avoir vu ici qu'il y avait effectivement plein de choses à voir et des choses intéressantes. Donc c'était bien, pas seulement quelques pointements volcaniques comme on pensait, mais que c'était vraiment un gros volcan. Très érodé, mais c'était une grande structure volcanique, ou même peut-être plusieurs volcans qui étaient enchevêtrés les uns les autres. Donc du coup, après, j'ai pris contact avec les universités turques pour voir si je pouvais venir ici, faire quelque chose. Et puis bon, à l'époque, si on voulait travailler en Turquie, au point de vue géologue, il fallait passer par les MTA, le Maden Teknik Yardım Enstitüsü, c'est-à-dire le genre BRGM turc. Et à ce moment-là, vous donnez une autorisation officielle et on envoyait quelqu'un avec vous pour contrôler ce que vous faites. C'est ça que je voulais, là où je voulais en venir un peu, parce que vous arrivez dans une société très, très, très autoritaire déjà à l'époque. C'est la société d'Atatürk qui est une société très, très carrée, avec parfois un peu paranoïaque. Comment ça se passe? Donc vous êtes encadré, mais vous n'aimez pas ça, vous êtes encadré. Donc je n'ai pas pris contact avec les MTA, parce que je ne voulais pas ça. Voilà. Donc je suis allée à l'université. Ils sont laissés traîner un peu sur le cul pour me donner laisser traîner un petit peu, pour me donner un petit papier quand même, pour le Kaymakam, c'était le responsable de la région. Voilà. Et puis, le préfet, on va dire. Voilà. Le préfet, que j'ai utilisé peut-être la première année une fois. Et puis sinon, après, je n'ai plus jamais rien eu. Je n'ai plus parlé à personne. Je venais ici. Et alors, l'avantage, c'était que je suis une femme. Donc, ce qui fait une femme, à l'époque, n'avait aucune importance. Donc, personne ne s'est intéressé à ce que je Vous n'étiez pas dangereuse? Moi, je n'étais pas dangereuse. Donc, de toute façon, j'ai allé partout.
j'ai ramassé des cailloux, je suis repartie avec ma petite voiture, j'avais une 4L à l'époque, je suis allée en voiture une fois, et la voiture elle était vraiment au ras du sol avec tous les cailloux qui étaient derrière, mais sur les cailloux j'avais mis des pastèques, des amandes, des raisins, des tas de choses, et puis j'étais jeune, j'étais au volant de ma voiture, on m'a regardé moi et pas ce qu'il y avait dans la voiture, donc du coup ça intéressait absolument personne, j'ai exporté mes cailloux comme ça. Voilà. Vous avez calculé combien de kilos en tout dans toutes Bon, ces je sais années, pas, 20 il ans, y en a 30 ans, quand même 40 ans? pas mal. Et c'est stocké où? C'est enregistré quelque On part? les stocke à l'université. Alors, récemment, quand j'ai pris ma retraite, ben, j'ai fait un tri. J'ai jeté une bonne partie, mais tout ce qui était important, analysé, décrit, etc., c'est dans une collection à notre fac. Et alors, vous avez eu des contrôles de temps en temps quand même? Vous n'avez pas eu Ici, la police qui se demande? ici ben, c'est tout à fait au début. C'était au début. Alors, ils nous ont arrêtés et j'avais un prof de notre fac qui était venu me voir et lui avait oublié son passeport. Donc, ils nous ont arrêtés, il n'a pas de passeport, il faut qu'on aille chez le préfet. Voilà, très bien. Alors, on part, quelque part près de Gundouane, près de Torba, on nous arrête au bord de la route. Il y avait il y avait des policiers qui étaient casés là. Des petits postes de police, des ouais. petits postes, et puis alors, j'ai dit, mais pourquoi on s'arrête? Alors, ils ont dit, il faut qu'on se change, puisqu'on va en ville. Voilà, donc. Alors, du coup, les profs et moi, on s'assoit sur des chaises et on regarde devant nous. À quelques mètres, il y a un maire. Donc, à un moment, je me lève et là-dessus, je me sens retenue par derrière parce qu'ils avaient mis derrière nos chaises, que je n'avais pas vu, des gens pour nous retenir au cas où on voulait se sauver à la nage, que sais-je. Donc, du coup, alors très bien, on a continué quand le type s'était rasé, changé, etc. On a continué vers Baudron. Et c'est moi qui avais mon passeport, plus ce papier pour le préfet. Alors, on arrive près du préfet. Et on dit à ce prof, on dit, bonjour, alors rentrez donc, etc. Et moi, quand je veux rentrer, non, on me ferme la porte au nez. Parce que j'étais une femme, donc c'était pas important. Voilà. C'est moi qui avais tous les papiers, par contre. On ne s'est pas intéressé à moi du tout. Voilà. Et puis, voilà, ça s'est réglé parce qu'ils ont téléphoné à notre pension. Le chef de pension, enfin, le type de la pension était intelligent. Il a dit, voilà, je le connais, il est chez nous. Pas de voilà, problème. ça c'est la Turquie, tout est possible et rien Tout n'est est possible. possible, Tout voilà. dépend de comment les choses Voilà. se passent. Ça peut être vraiment Ça s'est fait comme ça. Ouais, Voilà, ouais. c'était... En fait, à part la fois où ils sont venus, quand j'étais à Gummischluck en train de dîner avec quelqu'un, les gendarmes sont venus et ils ont regardé ma voiture, ils ont vu les cailloux dedans et ils ont dit, on va les embarquer. Et moi, je leur ai dit, avec les peu de Turcs que je connaissais à l'époque, vous êtes obligés de les ramener, sinon vous irez les chercher en haut des montagnes, vous-même. Et effectivement, 2 heures après, ils ont ramené les cailloux. Voilà, donc ils croyaient peut-être que c'était du hashish. Non, je pense que ce qu'ils croyaient, à l'époque, c'était extrêmement interdit d'exporter des antiquités. Et il y avait tas de gens qui voulaient le faire. Hein. Absolument. Donc en fait, ils ont dû penser que j'avais mis en morceaux une statue et que j'allais l'emmener comme ça en petits morceaux, et qu'à ce moment-là, on voyait plus ce que c'était. Ouais, donc ils ont dû essayer de mettre ensemble des pièces. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, parce qu'il y a eu Oui, beaucoup de bien choses sûr. comme ça, parce que dans les années 50-60, personne s'en occupait, tout était possible, Ouais. et donc il y a eu un vrai pillage dans la Voilà. région. Et après, quand je suis venue, là, ils étaient très à cheval pour ça. Donc je pense qu'ils ont dû, comme j'avais des numéros sur les cailloux, forcément, sinon je ne me souviens pas d'où j'ai pris les échantillons, donc ils ont dû essayer de mettre ensemble pour voir s'ils pouvaient reconstruire quelque chose. Sinon, pendant des années, ça s'est très bien passé. Là. Puis à la fin, je venais parfois pour prendre un échantillon de quelque chose qu'on voulait dater ou un truc comme ça, c'était pas important. Hein. C'était... Alors, on peut dire que vous avez passé combien d'années? Vous êtes venu 40 fois en 30 ans? Non, mais je suis venue après aussi pour voir tous ces paysans que je connaissais ici, qui étaient en partie devenus des amis. J'ai rencontré d'autres gens, français, hollandais, belges, etc., qui vivaient ici. Donc, du coup, je venais pour voir des amis plus souvent. Je suis venue certainement très, très souvent, mais... Enfin, vous êtes un peu une star dans la région. Il y a certains villages où... D'ailleurs, c'est pas Ursula dans les villages, c'est Ursula, parce que le U sans point se dit ou en turc, et on entend parler de temps en temps à l'époque, d'Ursula. c'était comme ça, d'accord. On me connaissait un petit peu partout, mais parce qu'il y avait peu de gens qui habitaient d'Apressier de Baudron, il faut bien voir ça. Peu d'étrangers. Peu d'étrangers, et même peu de Turcs. Hein, tous ces gens d'Istanbul sont venus après. Absolument.
Maintenant, plus personne ne se connaît. À l'époque, évidemment. Voilà, donc vous avez vu des familles se transformer, grandir, vous avez plusieurs générations. Ouais. Vous avez assisté au mariage des enfants et au mariage des petits-enfants Enfants, et maintenant. bientôt des arrière-petits-enfants. Voilà, Quand vous allez à un mariage, quand vous allez à un enterrement par exemple, parce que vous connaissez tout le monde vous connaît, donc vous faites partie du village, vous participez à la vie locale, à ces cérémonies. Lorsque vous êtes dans une prière collective par exemple, pour une cérémonie d'enterrement, comment ça se passe? Maintenant, j'évite un peu d'y aller assez tôt parce que c'est assez long. Mais bon, je me comporte comme les gens sur place, comme les femmes sur place. Hein. Parce que dans notre village, évidemment, les femmes ne vont pas au cimetière, même si c'est leur mari qu'on enterre. Hein. C'est que les hommes qui vont. Mais on est autorisé, on va à la maison du défunt et quelqu'un lit une partie du Coran, tout le monde prie un petit peu. Ensuite, le défunt est emporté au cimetière par les hommes. Et quand les hommes reviennent, il y a encore une cérémonie que fait l'imam. Et puis à ce moment-là, après, on s'en va. En même temps, on vous donne en général quelque chose à manger et à boire, parce que ça dure quelques heures. Voilà. Alors je posais la question parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, ce matin, vous étiez allé à Mevlut. Ouais. Alors c'est quoi un Mevlut aujourd'hui? Ah oui, quoi? Mevlut, c'est pour différentes raisons, mais aujourd'hui, c'était pour un enterrement. Enfin, c'était pas pour un enterrement, c'était 8 jours après l'enterrement, il y a comment on dirait en France, une messe pour le défunt. Et il y en a 40 jours après et 52 jours après. Et aujourd'hui, c'était le 8e jour. Et là, on vous sert à tout le monde de ayran et du pilaf ou keshkek. C'est un espèce de boudaille, enfin du blé cuit, mélangé à du riz et avec un peu de poulet dedans. Voilà, le poulet cuit dedans. Donc vous participez aux cérémonies musulmanes? Bah oui, si vous voulez, on pourrait dire je ne suis pas obligée d'y aller. Je peux très bien ne pas y aller. Quand je suis arrivée ici, je connaissais absolument personne dans ce village, quasiment personne, et je voulais que les gens ne me ressentent pas comme un xénolite, comme quelque chose d'étranger qui est difficile à admettre, qu'il soit là, ils ne veulent pas. Voilà. Donc je voulais être un peu... et puis je connaissais quelques paysans quand même, j'avais déjà dormi chez des gens avant quand je faisais mon terrain, tout ça. Donc je pensais qu'il fallait me faire accepter par eux. Donc du coup, des gens que je connaissais, s'ils étaient malades, je leur rendais visite, comme on fait ici. Et puis, quand il y avait justement des cérémonies religieuses pour la mort de quelqu'un ou des mariages, etc., donc j'y allais. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, on m'a proposé un jour de venir également parce que les femmes, on apprenait aux femmes du village à lire l'arabe. Voilà. Alors, je me suis dit, si les femmes de ce village peuvent apprendre à lire l'arabe, je dois être capable moi aussi, après tout. Donc, je vais y aller. Et là-dessus, j'étais en retard, je ne sais pas quoi, je me suis précipitée avec mon vélo et j'ai eu un accident. Donc, du coup, vraiment... Alain n'a pas voulu que j'apprenne l'arabe, je ne connais toujours pas. Voilà, je ne sais toujours pas lire l'arabe. Mais du coup, vous avez connu les hôpitaux de la région de Bodrum. J'ai connu les hôpitaux de la région, et j'ai passé environ presque 3 mois avant de pouvoir marcher de nouveau. Et j'ai vu, en fait, quelque chose, c'est justement le fait d'avoir été incorporé dans le village avait des avantages énormes parce que tout le monde venait me voir. C'est-à-dire, comme on va aller voir les malades dans un village, ceux qu'on connaît, et je connaissais quasiment presque tout le village, donc tout le village a défilé chez moi. Tous les jours, il y avait des visiteurs, ils apportaient à manger, etc. Voilà. C'était extraordinaire, je trouve. Et même des villages qui sont loin, qui sont à 20-30 km, les gens sont venus pour me rendre visite, pour me souhaiter bon rétablissement, etc. Et ça, donc, dès ces 3 mois que j'ai passé dans cette maison-là, que je louais, je garde un très bon souvenir. Parce que c'était extrêmement intéressant devant tous ces gens et tous les jours, il y avait quelque chose. Vous êtes devenue vraiment une fille du pays, quoi. Voilà. C'est ça. Disons que vous l'étiez depuis longtemps, mais que vous n'avez peut-être pas ressenti que c'est là la concrétisation du fait que vous n'êtes pas là par hasard. Et voilà. Du coup, je continue, moi, à aller voir les malades dans le village, ceux que je connais. En tout cas, maintenant, maintenant le village est devenu grand et il y a donc beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. Puis alors, on peut dire aussi ce que j'ai entendu,
entendu, c'est que vous êtes presque une animatrice quelque part. Vous avez beaucoup de connaissances dans les milieux étrangers, chez les Allemands, les Anglais, les Français, les Hollandais, etc. Vous connaissez petit à petit, vous avez un carnet d'adresses et un carnet d'activités. Alors récemment, c'est le cinéma français que vous avez fait la promo en emmenant un groupe. Oui, parce que bon, on a maintenant un cinéma, comme une cinémathèque. On a maintenant une fois par semaine, on a des films intéressants, des films qui ont eu des prix à Cannes ou ailleurs. Et donc, du coup, on s'est décidé avec tout un groupe d'y aller. Toutes les semaines, on se voit. Alors, autre chose, vous avez également enseigné, fait des conférences avec un groupe une association qui s'appelle l'association Hérodote. Hérodote, alors là, m'ont demandé plusieurs fois de faire des exposés sur la région, sur le volcanisme de la région, etc. Ça, j'ai fait. Et puis, j'ai fait pendant 3 ans, je crois, un cours sur les minéraux, pour des gens qui ça intéressait. Voilà. Il y en avait une dizaine de personnes à peu près que ça intéressait, qui sont venus. On a fait ça pendant 3 ans. Alors quand vous étiez à la fac et que vous rameniez chaque année vos pierres de Turquie, notamment vos collègues, qu'est-ce que ça leur disait? Je pose cette question un petit peu parce que toutes ces années, la Turquie n'avait pas une bonne image en France. Exactement. Donc je ne peux pas dire ce que mes collègues me disaient quand je rentrais. Je crois que ça peut même pas se dire. Vraiment. Oui. Donc c'était évidemment, l'image de la Turquie était comme ça. Et moi, je leur ai expliqué justement, et j'en ai ramené plusieurs ici après pour leur montrer comment ça se passait, que c'était absolument, au moins dans cette région-là, ici, il n'y avait aucun danger, même pour moi, une femme seule, aller sur le terrain. Alors on disait quoi? On disait que vous étiez folle, que vous étiez irresponsable, que vous étiez... Non, c'est pas ça. Les géologues s'expriment de façon assez crue, en général. Donc, vous pouvez vous imaginer peut-être ce que m'ont dit. Donc j'en ai amené plusieurs collègues avec moi ici, et ils ont vu qu'on était très bien accueillis, très bien traités. Il y en a plusieurs qui sont venus avec moi, qui ont dormi chez des paysans par terre aussi. Et on était invités à manger, qu'on nous donnait des tas de choses. Évidemment, j'ai apporté aussi beaucoup de cadeaux chaque fois quand je venais, à ceux qui vont loger, bien sûr. Eh bien, c'était pas mal toute cette histoire. Ursula Pfaffenberger. En fait, on me connaît plutôt sur le nom de Robert. Voilà, Ursula Robert. Ursula Robert, Ursula en turc. Et merci de cet échange. Merci à vous. À bientôt.